Alors, nous avons le plaisir donc d'accueillir Marianne Le Simple, directrice commerciale et marketing de la Réunion des musées nationaux, pour une capsule tendance retail sur la thématique de les tendances enfants dans les musées. Marianne, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous présenter un peu les tendances effectivement de l'univers jeunesse et de la jeunesse dans les musées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai juste un slide de présentation de la RMN. Donc la Réunion des musées nationaux Grand Palais. On est leader dans l'édition des produits culturels et la gestion des librairies boutiques des musées en France. Et on a une expertise que ce soit sur la partie édition des produits dérivés et également tout ce qui concerne la gestion des librairies boutiques des musées. Donc on est aujourd'hui dans 34 lieux, comme par exemple le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles, le centre Pompidou, Fontainebleau en France et également à l'étranger avec le Louvre Abu Dhabi. Voilà, et on diffuse nos produits donc à travers ces librairies boutiques et également sur Internet grâce à notre site boutique de musée et également auprès de revendeurs dans le monde entier. Sur les tendances kids dans les musées, ce qu'on peut voir, il y a quatre grandes tendances qu'on peut vraiment décomposer. La première tendance, c'est ce que nous on appelle un peu l'achat récompense. Alors l'achat récompense, c'est quoi? C'est quand vous emmenez vos enfants visiter les musées et qu'ils n'ont pas forcément très envie de se faire la Xème exposition, mais que vous leur promettez que à la fin de l'exposition, ils auront droit à un petit cadeau qui leur rappellera la visite du musée et qu'ils pourront comme ça revivre l'expérience qu'ils ont vécue. Donc ça, ce sont vraiment des produits, on va retrouver dans cette famille de produits, notamment tout ce qui est librairie, tout ce qui est petits jeux de société. Et je pense que toutes les personnes qui ont des enfants et qui ont dû traîner leurs enfants dans les musées reconnaîtront tout à fait cette première tendance. La deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. Donc, par définition, vous avez vraiment pas prévu d'acheter un Xème produit dérivé. Vous en avez déjà plein vos armoires. Mais comme par hasard, vous avez craqué sur un jouet, sur une figurine, sur une icône. Et vous avez vraiment pas prévu de repartir avec. Mais soit ça vous fait penser à quelqu'un, soit c'est un petit coup de cœur. Et voilà, vous craquez sur cette napoléonnette que vous n'aviez pas du tout prévu de mettre dans votre panier en venant voir l'exposition. La troisième tendance, c'est l'achat cadeau. Donc ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que dans des moments de l'année où vous avez l'habitude d'acheter des objets, des cadeaux, vous vous dites, tiens, plutôt qu'acheter un produit Xème, Barbie, Power Rangers ou je ne sais quoi, j'ai envie d'acheter un cadeau un peu plus intelligent, un peu plus qualitatif. Et puis, je vais craquer pour un produit qui, encore une fois, a une autre connotation que ces produits que l'on peut voir sur toutes les publicités de fin d'année sur la partie jeunesse. Et puis la dernière tendance, c'est l'achat nostalgie, c'est-à-dire que vous allez vous projetez sur un personnage que vous avez, qui vous rappelle votre enfance. Donc là, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur cette gamme que nous avons développée, où là, vous avez envie de pouvoir transmettre à travers ce produit des émotions que vous avez vous-même, qui vous ont été vous-même procurées sur un caractère ou un personnage. Et donc là, je reviendrai tout à l'heure sur cette gamme-là. Donc en gros, les attentes des clients, j'allais dire, sur les produits jeunesse, c'est un peu les mêmes tendances que vous avez pu voir tout au long de cette journée sur les produits dérivés. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos clients vont souhaiter de plus en plus avoir des produits qui ont été éco-conçus, qui, si possible, sont des produits en circuit court, qui font travailler les entreprises françaises. D'avoir des produits qui peuvent faire l'objet d'une collaboration encore une fois qui a du sens. Et puis une nouvelle tendance aussi qui est un peu liée à la période que l'on vient de vivre,
de confinement et de se retrouver ensemble et de pouvoir comme ça participer avec en famille à une activité qui nous réunit et qui peut mettre en avant encore une fois un lien que l'on a pu avoir avec une exposition ou d'une manière générale avec l'art. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut effectivement retrouver, j'allais dire, dans quels que soient un peu les produits dérivés des musées. C'est des tendances globales. Mais il y a des sujets qui sont encore plus prégnants sur la jeunesse. C'est d'avoir des produits qui peuvent favoriser l'éducation artistique et culturelle des plus jeunes. Donc je ne veux pas simplement jouer, je veux pas simplement avoir de l'émotion, je veux également transmettre des valeurs et transmettre des connaissances à travers le jeu, à travers les produits, pour pouvoir comme ça permettre aux plus jeunes d'être intéressés dans toutes les activités qui vont être proposées à travers ces jeux-là. Et c'est en ça qu'effectivement tout le travail que l'on doit mener et que l'on mène, c'est de s'assurer que à chaque fois que l'on travaille sur un produit jeunesse, cette caution culturelle, elle est bien présente et que on travaille avec les équipes des musées, que ce soit les commissaires d'exposition, que ce soit les équipes de médiation de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et que s'assurer que effectivement tout le travail de narration et d'explication permet comme ça de transmettre et de permettre aux plus jeunes de développer leurs connaissances sur le milieu de l'art. Je vais maintenant vous présenter quelques cas concrets à travers deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de la gamme Napoléon. Dans le cadre de l'exposition Napoléon, qui a été organisée par la RMN Grand Palais à la Villette du 28 mai au 24 décembre 2021. On s'est interrogé sur l'offre de produits que l'on pouvait développer sur Napoléon et on a développé comme ça des offres bien différenciantes avec plusieurs approches. Qui correspondent derrière à des clients différents. Donc la première, c'est une approche très littérale autour du personnage de Napoléon, où effectivement, vous verrez, on va retrouver tous les codes et tous les éléments qui caractérisent ce personnage. Et puis une deuxième offre que l'on a fait, qui est une création totalement maison, sur lequel on a essayé de s'inscrire dans les codes actuels avec des personnages un peu plus manga, un peu plus cute comme on dit. Et puis vous voyez Napoléonnette, bien sûr elle n'a jamais existé, hein, c'est pas un scoop. Mais c'est vrai qu'en discutant avec les commissaires d'expo et en discutant avec toutes les personnes qui étaient sur ce travail d'exposition, on s'est dit mais oui, mais en fait Napoléon c'est aussi associé à un trait de caractère et moi j'ai des Napoléon filles dans mon entourage. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé cette Napoléonnette en essayant de garder les codes de Napoléon mais en version féminine. Donc comme quoi on peut aussi s'amuser avec les codes, notamment sur la jeunesse et créer des produits en collaboration. Là par exemple c'était un produit qu'on a fait avec Mako Moulage qui est une entreprise française. Et puis encore une fois, dans cette volonté d'apprendre et d'apprentissage, il y a toujours aussi un intérêt à enrichir le propos avec les thématiques, notamment historiques. Donc c'est en ça que, par exemple, on a travaillé autour du Premier Empire avec un certain nombre de produits qui permettaient de retrouver tous les éléments distinctifs de cette période-là. Et là, vous avez un visuel de ce qui a été fait avec Omaï, encore une fois, une entreprise française, qui permettait comme ça d'enrichir le propos et encore une fois d'avoir une activité qui peut se faire en famille. Donc c'était aussi des choses qui étaient assez intéressantes, toujours cette notion de transmission et de faire ensemble.
Si je reviens un petit peu sur ce Playmobil Napoléon, ce qui était très intéressant, alors vous voyez, vous avez l'impression qu'il y en a 3. Et en fait, sur la partie, alors pour moi qui est la partie de droite, vous voyez un premier Napoléon, qui en fait était un Napoléon qui avait existé, que Playmobil avait lancé dans une série figurines, sur lequel on s'est dit, bah tiens, c'est intéressant, on va pouvoir repartir sur ça. Et si vous regardez, et si vous faites le jeu des 7 erreurs, vous vous rendrez compte que par rapport à ce Napoléon et le Napoléon que l'on a sorti nous au milieu, eh bien il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas les mêmes. Par exemple la cocarde. La cocarde en fait elle n'est pas de la même couleur. Parce que quand effectivement la première version est sortie sur ce Playmobil-là, il n'y avait pas tout ce travail qui avait été fait. Il faut savoir que la couleur du sens de la cocarde a changé à un moment. Et donc effectivement, eh bien, c'est une erreur historique de pouvoir avoir mis la cocarde dans ce sens-là. De la même manière, vous voyez les épaulettes qui étaient complètement dorées, alors que quand vous voyez le vrai portrait de Napoléon, non, oui, les épaulettes sont dorées, mais le col est rouge. Donc c'est tout ce travail aussi qui doit être fait et qui est nécessaire pour effectivement être au plus proche. Alors le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas pu mettre le bras de Napoléon comme il est normalement, parce que ça, on a demandé à Playmobil et c'était la limite de l'exercice. Mais à part le bras, on a essayé vraiment de coller et toujours de faire ce lien entre le visuel et la figure là historique et le produit que l'on fait. Et ça, c'est vraiment des détails, mais qui sont vraiment très très importants parce que c'est derrière cette fameuse caution dont je parlais tout à l'heure. Et une fois qu'on a développé la gamme, le travail ne s'arrête pas là. Il faut derrière construire toute la narration également dans les boutiques, et dans tous les espaces de communication et de points de contact que l'on peut avoir avec le client. Donc sur la gauche, vous voyez par exemple effectivement cet espace jeunesse qui est clairement identifié, sur lequel on va retrouver un certain nombre des produits dont je vous ai parlé, mais bien plus, avec du livre et ainsi de suite. Et on retrouve les petits personnages qui ont été créés en frise. Vous allez avoir également sur Internet la reprise de ces éléments-là, et puis tout le relais sur les réseaux sociaux qui permettent comme ça d'avoir une expérience globale et de pouvoir être en capacité que l'ensemble des points de contact avec les clients soit bien pris en compte. Et là, je ne l'ai pas montré, mais on a également dans les expositions que l'on fait, on travaille avec la médiation, on travaille avec des livrets pédagogiques pour les jeunes enfants. Et maintenant, dans les livrets pédagogiques qu'on avait fait, on avait retrouvé ce petit personnage. Et dans les légendes, on retrouvait également ce petit personnage qui permettait comme ça de se dire je m'adresse à une cible enfant et d'avoir comme ça une logique vraiment du début jusqu'à la fin de l'expérience de nos visiteurs dans cette boutique. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, je vous ai pris un second exemple sur lequel on est allé peut-être encore un petit peu plus loin. C'est l'histoire de la gamme Barbe-à-Louvre. Alors, l'histoire de la gamme de Barbe-à-Louvre, c'est effectivement un travail qu'on a mené avec le musée du Louvre et avec TF1 qui est l'agent de licence de Barbe à Papa. Et là, plutôt que de faire, j'allais dire, des produits dérivés assez classiques où je prends un personnage, je le colle sur une mug et puis je me pose pas la question de pourquoi j'ai pris ce personnage, on a vraiment travaillé sur toute la narration et toute la réinterprétation. Donc on s'est posé la question de se dire si Barbe à Papa et Barbe à Mama venaient dans le musée, à quel tableau ils pourraient se lier, enfin quel serait le tableau qui leur correspond le plus. Et on a fait ce travail-là pour chacun des personnages de la famille Barbe à Papa et Barbe à Mama. Alors forcément, Barbe à Papa et Barbe à Mama, ils se sont retrouvés dans la peinture d'Amour et Psyché, que vous voyez à gauche, et vous voyez comment elle a été réinterprétée.
Barbie Dur, c'était un peu le sportif de la famille, donc qui aime bien commander et toujours gagner. Donc forcément, assez facilement, il s'est retrouvé dans Louis XIV. Là, vous ne voyez pas, mais on a Barbouille, qui était l'artiste de la famille, qui s'est projeté dans un tableau de Dürer, un autoportrait de Dürer. On a Barbotine, qui est un peu l'érudit, qui s'est retrouvé dans le Scribe. Donc vous voyez, on a vraiment fait un travail de liaison. Et puis, sans trop de difficultés, Barbabel s'est retrouvée en Joconde, puisque forcément, c'est la plus belle, c'est la star. Et donc, on avait comme ça cette logique. Donc sur cette ligne-là, on a effectivement derrière développé toute une offre de produits. Donc on est sur une offre de 70 produits, donc c'est une offre très conséquente. Et l'idée, c'était effectivement aussi de pouvoir jouer sur le côté parent-enfant. Puisqu'encore une fois, c'est de la transmission, c'est la seconde génération. On se retrouve dans ce personnage et on a envie aussi de le faire porter à ses enfants. Et puis, comme ça, on peut raconter la narration de ces personnages. Donc là, vous voyez quelques-uns des produits qui ont été développés pour cette ligne de produits. Et puis de la même manière, alors là on n'avait pas une boutique qui était créée from scratch, puisque on était sur une gamme qui était faite avec le Louvre. Donc à l'intérieur du Louvre, de la boutique du Louvre, on a créé un pop-up, un shop-in-shop, où encore une fois on retrouvait et les personnages, et le merchandising, et l'histoire de cette création et de ces produits-là. On a de la même manière relayé les produits sur le site internet. Et puis, parce que on pouvait le faire, on a également fait un événementiel avec Alice Taylor, qui est la fille des créateurs de Barbapapa, en boutique. Et il y avait même Barbapapa qui était là. Donc encore une fois, pour créer du lien, pour raconter des histoires et pour avoir une expérience complètement immersive et vraiment qui prenait l'ensemble en fait des éléments en main. Et on a eu vraiment beaucoup de succès avec cette gamme-là. Je vais juste essayer de vous montrer comment... on m'a dit qu'il fallait que je fasse un signe en régie. Donc je fais un signe en régie pour vous montrer. On est même allé jusqu'à développer un format. Je ne peux pas vous passer de cette Barbabel qui se pomponne et forcément qui se tient prête pour que tous les visiteurs du musée du Louvre puissent enfin l'admirer telle qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment, on est allé très très loin dans toutes les dimensions possibles. Et là, j'ai mis en photo juste quelques parutions qu'on a eues à Noël qui nous permettent comme ça également de pouvoir rayonner et rayonner aussi en dehors de nos musées, puisque c'est ça aussi que l'on essaye de faire. C'est effectivement d'apporter cette touche, d'apporter ces produits en dehors de nos musées. Tout le monde ne va pas forcément tout le temps au Louvre, même si je vous y invite forcément, mais de pouvoir comme ça avoir une autre manière de parler. Et ces produits, on les retrouve aujourd'hui au Galeries Lafayette, on les retrouve dans des concept stores, on va peut-être les retrouver bientôt au Japon. Voilà, donc c'est encore une manière en fait d'accompagner sur une tendance enfant, de pouvoir voir comment une marque et comment en fait les produits liés à ces musées-là peuvent sortir des musées et aller conquérir d'autres clients. Et qui sait, peut-être qu'un jour un client viendra dans la boutique et demandera où est Barbabel dans le musée. On n'attend que ça. Voilà, merci.